Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Vous êtes bien sûr historienne, vous êtes éditorialiste, vous êtes politologue et vous avez publié avec Dominique Simonet Requiem pour le monde libre entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire aux éditions de l'Observatoire, qui est un livre remarquable. Là, aujourd'hui, est-ce que Trump peut obtenir de l'Iran un accord sur le nucléaire et est-ce qu'au fond, les manifestants qui réclamaient la chute des mollahs vont se retrouver seuls? Écoutez, c'est ce qui est à craindre pour ce qui est des manifestants. Mais je doute qu'il y ait un véritable accord nucléaire. Cette affaire d'accord nucléaire est totalement bancale. Souvenez-vous du mois de juin, les Israéliens bombardent pas mal les sites nucléaires iraniens, puis les Américains arrivent avec l'énorme bombe dont Trump était très fier, et il dit après cela, on arrête tout, le programme n'existe plus, on a tout oblitéré. C'était le terme. Or, 6 mois plus tard, il négocie sur le nucléaire. Oui. Donc ça veut dire que c'était pas oblitéré, et qui plus est, on négocie quoi? L'accord qu'Obama avait négocié en 2015 avec une limitation de l'enrichissement de l'uranium. Donc les Américains disent 0 enrichissement, les Iraniens disent il n'en est pas question, mais on peut quand même s'arranger. Franchement, je ne vois pas très bien embarquer cet accord. Ça veut dire que Donald Trump, au fond, après avoir dit aux manifestants iraniens « Attendez, nous arrivons », continuer les manifestations, au fond, veut lâcher l'Iran, ou en tous les cas, la perspective d'une guerre régionale fait peur. En tout cas, il hésite visiblement terriblement à s'engager dans une action militaire et il a pris une responsabilité extrêmement lourde. Parce qu'on a tous en tête ce message. Sortez dans les rues, reprenez le contrôle de vos institutions, notez les noms des bourreaux, il faudra qu'ils rendent des comptes, l'aide arrive. C'était limpide. A suivi un massacre dont on a encore bien du mal à mesurer la quantité, la tragédie qui s'est déroulée en Iran. Les mollahs sont toujours au pouvoir. Donald Trump dit le mieux, ce serait quand même la chute du régime. Oui. Mais jusqu'où est-il prêt à aller pour l'obtenir? Il envoie un deuxième porte-avions. Voilà. Il continue à accumuler des forces. Eh bien, je pense que ni vous ni moi ne pouvons dire est-ce que c'est pour finalement attaquer et de quelle manière? Ou est-ce que c'est pour convaincre les mollahs qu'il faut qu'ils cèdent quelque chose sur le nucléaire? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est vrai qu'on a entendu le message du fils du Shah de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, à Munich. Est-ce que ce message peut être entendu au fond? Est-ce qu'il peut être le recours? Mais en tout cas, il est évident que s'il y a chute des mollahs, il y a nécessité d'une figure qui incarne la suite. Reza Pahlavi, je ne sais pas quelle est sa crédibilité. Il souffre, je pense, d'être exilé depuis très très longtemps. Souvenez-vous, en 2003, la guerre d'Irak, les Américains s'étaient appuyés sur un exilé irakien qui avait pas revu son pays depuis plusieurs décennies. On ne peut pas dire que ça se soit bien passé. Mais le fait qu'il y ait des Iraniens de l'extérieur, de l'intérieur, qui réclament le retour de Pahlavi, ça montre le passage du temps. Parce que quand le Shah est parti, franchement, il ne laissait pas de bons souvenirs avec sa police politique qui était terrible, mais ça montre aussi l'enfer qu'est devenue cette République islamique. Il faut une incarnation d'une opposition. Mais on peut supposer que l'essentiel de l'opposition iranienne, elle est en prison pour l'instant. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une solidarité? On pense à l'Alliance Atlantique. Elle existe encore, l'Alliance Atlantique, malgré tout? Je pense que l'Alliance Atlantique n'a pas des jours tranquilles devant elle, mais encore de beaux jours devant elle. Parce qu'il y a un an, on l'a tous vécu, le vice-président J.D. Vance était venu à Munich démolir l'Europe. C'était même un crachat à la face de l'Europe. Et Donald Trump n'avait cessé d'envoyer des messages pour dire l'OTAN, ça suffit, ça nous coûte trop cher, on paye pour les autres, l'article 5, oui, enfin bon, tout ça c'est bien gentil, mais non. Et là, en fait, on a vu que même si l'OTAN doit se transformer, les Américains ne veulent pas du tout en sortir. C'est un énorme marché, d'abord, pour leurs engins militaires. C'est un instrument d'influence, évidemment. C'est une alliance avec des vrais alliés et des intérêts communs, même s'il faut toujours les redéfinir. Alors il reste cette ambiguïté. Si l'Europe prend plus de responsabilités, et c'est souhaitable, prend-elle plus d'autonomie? Qui dirige? Qui lance éventuellement un conflit s'il fallait le lancer? Mais pour l'instant, même les plus durs de l'administration Trump ont renoncé à l'idée de la fin de l'OTAN. Oui, mais pendant ce temps, la guerre continue en Ukraine. Vladimir Poutine accusé par plusieurs pays européens d'avoir empoisonné Navalny.
C'est-à-dire qu'on a la preuve que c'est un crime d'État, cet opposant qui est mort en prison, et la guerre qui continue. La guerre continue. Les pourparlers ne donnent, disons-le, rien d'essentiel. Il y a des échanges de prisonniers. Ce n'est pas négligeable, évidemment, pour les familles concernées, mais ce n'est pas du tout un pas vers la fin de la guerre et vers une fin de la guerre qui pourrait garantir une paix en Europe. Et d'ailleurs, dans le discours de Marco Rubio, le secrétaire d'État à Munich, l'Ukraine, c'était quand même le sujet absent. Et il y avait une réunion prévue à laquelle le secrétaire d'État n'a pas participé. Donc on voit que ça n'avance pas, mais que Vladimir Poutine, lui, il n'a pas bougé d'un iota dans ses ambitions et il continue à martyriser, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, les Ukrainiens, nuit après nuit, parfois jour après jour, pour les plonger dans le noir, dans le froid. Et ça fait 4 ans, enfin c'est 14-18 en Ukraine. On a du mal à le réaliser, parce qu'on a quand même, nous, une vie qui reste confortable, et pour l'instant, ça n'avance pas, et oui. Donald Trump ne fait pas pression sur Poutine. Et dans ce nouvel ordre du monde, Nicole Bacharan, Gaza, Donald Trump propose un plan à 4 milliards pour réenchanter Gaza avec un conseil de la paix qui va remplacer l'ONU. Et on en est là. On en est là. Alors, honnêtement, je trouve que reconstruire Gaza sur de belles bases, si j'ose dire, pourquoi être contre ? Mais qui, comment ? Alors que déjà le Hamas n'est pas désarmé, ne veut pas désarmer, et que finalement, là pour l'instant, il y a 2 pays qui ont promis d'apporter leurs milliards au Conseil de la paix, les Émirats et les États-Unis. Il y a une vingtaine de pays qui se disent... Ils m'ont bien participé à ce conseil, mais pour y faire quoi, on ne sait pas. Donc ça n'est vraiment que dans les balbutiements, même si honnêtement, je ne vois pas de raison de ne pas leur souhaiter bonne chance. Mais enfin, oui. Ça ne paraît pas très, très construit encore. Mais on a vu une grande mobilisation pour Gaza, notamment en Europe, et en France en particulier, qu'on n'a pas vu pour les Iraniens qui manifestaient, par exemple. On sent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est plus que 2 poids, 2 mesures, je trouve ça révoltant. Je trouve ça absolument révoltant. Et les manifestations anti-Israël, parce que pro-Gaza, c'est autre chose, mais les manifestations anti-Israël, elles n'ont pas attendu, elles ont surgi dans l'après-midi du 7 octobre 2023. Ce flot de haine antisémite et anti-Israël, et après avec une mobilisation de l'opinion pour les Gazaouis, et encore une fois, pourquoi pas ? Qui peut souhaiter la mort de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, pour tous ceux qui, en tout cas, ne participaient pas des crimes du Hamas, et les plus jeunes, c'était évidemment le cas. Mais que la révolte ait été aussi profonde, aussi extrême, dans l'antisémitisme, dans beaucoup de nos pays, et qu'il y a un tel silence, une telle indifférence à ce qui se passe en Iran, où on parle d'un massacre de 60 000 personnes en 3 jours, c'est proprement atterrant. Oui, montée de l'antisémitisme où le président de la République, Emmanuel Macron, dans une interview à une radio communautaire juive, a clairement accusé l'extrême gauche, disait-il, et notamment la France Insoumise, qu'il a classée dans l'extrême gauche pour la première fois, d'en être aussi co-responsable. Et l'extrême gauche en est co-responsable. Souvenez-vous de ce cas juridique brillant qu'a gagné l'avocat Richard Malka pour obtenant la relaxe de Raphaël Enthoven, le philosophe qui avait traité la France insoumise de parti passionnément antisémite. Et les juges n'ont pas dit c'est vrai, mais les juges ont dit on a le droit de le dire dans le débat. Ça n'est pas rien. Donc c'est vrai que la France insoumise participe de la montée de l'antisémitisme. L'eurodéputée qui les représente à Bruxelles, elle s'occupe pas de l'Europe. C'est Rima Hassan. Alors, voilà. Elle a fait une rencontre à Sciences Po Lyon, dont la conséquence autour a été finalement des affrontements qui ont vu la mort d'un jeune homme, Quentin, 23 ans. Là, on attend les premiers résultats des débuts de l'enquête. Il y a une responsabilité politique, comme le disent de nombreux responsables, comme le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. C'est évidemment le parti La France Insoumise soutient des appels à la violence.
ici, là, dans l'hémicycle et ailleurs, le langage est généralement très violent. Et Rima Hassan, elle parle souvent de résistance jusqu'à la dernière goutte de sang. Bon, ça signifie quoi exactement? Donc, déjà que Sciences Po prenne la responsabilité d'accueillir une de ces conférences, c'est pas donné à tout le monde d'aller faire des conférences à Sciences Po. Je veux dire, faut pas croire Sciences Po Paris l'avait interdite. Voilà, exactement. Il ne faut pas croire que ça soit un dû. Il y a une vraie responsabilité qui est prise par les autorités universitaires. Il y a un lien, voilà. Et après, évidemment, les responsabilités doivent être établies d'une manière très précise, mais il y a un lien avec cette manifestation. Oui, alors ce qu'aujourd'hui, on sent dans le climat politique français des fervents de ce que certains pourraient dire des affrontements de demain, ou certains même disent une guerre civile qui pourrait venir. C'est quelque chose qui est une réalité vue de l'étranger? Alors je ne pense pas qu'on aille vers une guerre civile en France, parce qu'il me semble qu'il y a une grande majorité de citoyens qui sont raisonnables. Des affrontements de groupe, par contre, on y est déjà. Mais je suis profondément persuadée que l'antisémitisme est la question de notre temps, la question qui définit notre époque. Non pas pour dire « Ah, vive le gouvernement israélien »,« Ah, il faut que les Gazaouis vivent un enfer », pas du tout. Mais parce qu'en Europe, en France, l'antisémitisme, ça a une histoire qui est 6 millions de morts. Quand ça ressurgit avec une telle ampleur, avec une telle absence de complexe, qu'est-ce que ça signifie? La recherche traditionnelle du bouc émissaire. Voilà, il y a un bouc émissaire, forcément coupable, tout juif est forcément coupable, et cela, ça annonce vraiment le pire, donc c'est vraiment le moment de réagir. Oui, et le président de la République, pour l'anniversaire de sa mort, pour Ilan Halimi, a planté un chêne dans les jardins de l'Élysée, symboliquement, et s'est expliqué sur sa volonté de lutter contre l'antisémitisme, même s'il n'avait pas participé à la manifestation contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a un climat particulier en France. Mais je pense qu'il y a pour beaucoup quand même une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. C'est vrai, Ilan Halimi, 20 ans, ça paraît à peine possible, mais depuis, il y a eu l'école de Toulouse, il y a eu l'hypercacher, il y a eu Mireille Knoll, il y a eu Sarah Halimi, il y a eu des meurtres de juifs, parce que juifs, y compris des enfants. Il y a eu un arbre qui avait été planté à la mémoire de Ilan Halimi, qui a été tranché, abattu. La justice n'a pas retenu le motif antisémite, c'est proprement atterrant. Donc c'est vrai qu'au moins du côté de l'Élysée aujourd'hui, il y a des déclarations très nettes. Oui, vous vous demandiez avec Dominique Simonet dans ce livre, et je vous cite, « La démocratie n'est-elle qu'une parenthèse de l'histoire ?» Vous diriez ça encore aujourd'hui? Je dis que tant que c'est pas fichu, c'est pas fichu. Oui. Donc essayons de lutter pour que la parenthèse dure encore longtemps. Mais c'est une parenthèse, ça veut dire que tôt ou tard, la démocratie est menacée de mort? Ça veut dire qu'elle est menacée, oui. En fait, ça veut dire que la démocratie, c'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est vraiment une lutte à défendre, à imposer, jour après jour. On voit qu'aux États-Unis, la plus vieille démocratie du monde, il y a plus que du tangage. Donc on est chacun responsable là où on est, avec le peu de moyens que chacun a, mais si on est nombreux, ça fait quand même beaucoup plus de poids, à défendre ce trésor absolu qu'est la démocratie. Oui, mais une démocratie parfois menacée par certaines élites. Parfois, on peut parler d'un complot mondial avec l'affaire Epstein. Aujourd'hui, on voit ces ramifications jusqu'en France. Et on se dit, effectivement, il y a quelque chose qui menace aussi de l'intérieur. Mais évidemment, parce que cette affaire Epstein, elle est épouvantable. Vous avez des crimes de pédophilie à grande échelle, de la corruption financière gigantesque, de la collusion avec des services secrets russes très importante. On va encore en découvrir. Et donc, l'idée populiste que les élites vivent très confortablement et font abstraction de toutes les règles, c'est quelque chose qui est nourri par ça. Et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc effectivement, il y a bien du ménage à faire. Oui, mais ça veut dire qu'il y a d'autres révélations? Nicole Bacharan, vous imaginez qu'il va y avoir d'autres révélations? Je n'en doute pas. Et je pense que malheureusement, c'est une affaire qui est radioactive. Il y a des gens qui sont coupables de choses très graves qui n'ont pas encore été poursuivis. Qui le savent aujourd'hui. Eux le savent. La justice américaine, pour l'instant, dit qu'il n'y a pas lieu de faire la moindre poursuite supplémentaire. En France, on voit qu'il y a des choses qui se passent et dans d'autres pays d'Europe. Mais aussi, il y a des gens qui ont juste peut-être croisé Jeffrey Epstein un jour et dont le nom va être jeté en pâture sans qu'ils aient rien à se reprocher. Donc c'est vraiment
vraiment une nébuleuse dont on ne voit pas la Oui, fin. mais on est certain qu'on ira jusqu'au bout? C'est qu'au fond, certains peuvent être protégés, ou est-ce que là, il va y avoir, j'allais presque dire, des dégâts, y compris dans les élites? Je crois surtout qu'on ne convaincra jamais la totalité de l'opinion qu'on est vraiment allé au bout. Entre ce que l'on apprend, les gens dont les noms n'apparaissent pas pour les protéger ou au contraire peut-être parce qu'ils ont commis des choses très graves, ce sera très très dur de penser, voilà, on sait tout sur cette affaire. Je ne vois pas ce jour-là arriver. Oui, on a Jack Lang en France qui a envoyé un message ce matin pour remercier tous ceux avec qui il avait travaillé à l'Institut du monde arabe. Il y a quelque chose qui est l'ordre d'une déflagration qui est en train de se passer ici aussi. Surtout qu'on découvre à quel point c'est tentaculaire. La Grande-Bretagne, la Norvège, des pays d'Afrique, la France, la Russie évidemment, des pays du Golfe. C'est vraiment énorme. C'est pour ça que je pense qu'on n'en a pas fini. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Avec Dominique Simonet, Requiem pour le monde libre, entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire. Je vous remonte ce livre qui est formidable aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été notre invitée aujourd'hui.